Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Mali fête ce mardi les 54 ans de son accession à l'indépendance. Un anniversaire célébré sans faste cette année. Le pays est toujours dans l'attente des résultats des négociations avec les groupes armés. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique tient ce lundi une réunion de formation. L'objectif est de sensibiliser les entreprises aux nouvelles pratiques juridiques adoptées au mois de janvier dernier. Et les contrôles sanitaires ont été renforcés au départ du Nigeria. Les pèlerins musulmans en partance pour l'Arabie Saoudite subissent un dépistage du virus Ebola. Le Mali célèbre ce mardi 22 septembre son accession à la souveraineté nationale, une indépendance obtenue il y a 54 ans. Le Mali qui est toujours en proie à une situation sécuritaire difficile dans le nord du pays. Les négociations entre le gouvernement et les groupes armés se poursuivent d'ailleurs à Alger. C'est donc dans l'attente et avec réserve que la population vit aujourd'hui cet anniversaire. Écoutez Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de visibilité, mais on garde espoir. Le seul obstacle majeur aujourd'hui qui nous empêche de voir l'avenir avec espoir, ça c'est la question du Nord. Et je crois que pour cela, on attend la fin de la réunion qui se tient en Algérie actuellement pour parler, pour voir exactement où est-ce que nous allons avec cette question. Est-ce que nous allons partir vers un fédéralisme? Est-ce qu'il va y avoir une autonomie? Ou bien, comme le président de la République l'a dit, une décentralisation poussée. Aujourd'hui, tous les Maliens sont suspendus au résultat de ces négociations-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le coup d'État de 2012 nous a fait reculer en tout cas de 10 ans. Mais aujourd'hui, envisager l'avenir du Mali, on ne peut le faire qu'à travers la résolution de la crise du Nord. Dans l'actualité également, l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, tient ce lundi un atelier d'échange et de formation. La rencontre a lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'OHADA d'expliquer aux entreprises les nouvelles pratiques juridiques adoptées le 30 janvier dernier. Ibrahim Ndiaye. Le système juridique et judiciaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du XXe siècle sur le continent. Il a plusieurs objectifs, notamment la facilitation des échanges et des investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. L'institution, qui regroupe 17 États, se réunit ce 22 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour renforcer le droit des affaires et favoriser le développement économique en créant un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. Mais c'est surtout l'acte uniforme révisé adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui sera au centre des échanges. Vous savez, le tout, ce n'est pas de prendre des lois. Il faut que cette loi, que ces lois, s'agissant de l'OHADA, puisque nous en avons plusieurs, il faut que ces lois soient bien maîtrisées, soient bien connues des acteurs. Des personnes qui sont appelées à les appliquer, des personnes qui en sont les destinataires. En l'occurrence, nous avons rencontré ici des magistrats de tous niveaux, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, mais aussi des fonctionnaires des ministères, qui sont tous appelés au quotidien à assurer l'application du droit OHADA. Donc il s'agit de faire en sorte que le droit OHADA, le texte OHADA, le nouveau texte qu'on vient de prendre en droit de société, soit bien connu de ces personnes-là. Cet atelier est donc l'occasion pour les praticiens du droit des affaires d'acquérir la maîtrise des outils théoriques communs pour une meilleure harmonisation et un meilleur renforcement du droit dans l'espace OHADA. En 1997, lorsqu'on a pris ce texte, par exemple, on ne connaissait pas Internet de façon courante, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on ne pouvait naturellement pas vraiment l'intégrer à notre législation. C'est fait. Mais sur le fond, qu'avons-nous changé? Eh bien, il fallait simplifier, rendre plus souple et plus économique la création d'entreprises. Donc, il y avait le monopole, par exemple, du recours au notaire en 1997, dans le texte 1997. Pour la création d'une société. Les acteurs économiques s'en sont beaucoup plaints. Donc, il fallait offrir une option. Donc, cette solution a été retenue. Il fallait diminuer le capital social minimum de la société à responsabilité limitée. Ce travail a été fait. Il fallait simplifier les formalités et procédures de fonctionnement des sociétés. Par exemple, lorsqu'on veut augmenter le capital, transformer la société, procéder à une fusion, à une acquisition. Alors, tout ça allait simplifier toute cette procédure-là. Le développement du cadre du statut des sociétés dans l'espace OHADA, avec une législation plus souple et plus adaptée, est donc un enjeu majeur afin de permettre aux entreprises des États membres d'être plus compétitives, tant au plan continental qu'international.
Et cette découverte en Guinée équatoriale, un réservoir de 67 mètres de gaz brut a été identifié à l'endroit dit du bloc R, en face des côtes de l'île de Bioko. L'information a été confirmée par le ministère des Mines équato-guinéen. Ophir, la compagnie en charge des forages dans cette zone, estime la capacité de ce puits à 1 milliard de pieds cubes. La production du gaz de ce projet devrait intervenir début 2019. Le point à présent sur l'épidémie d'Ebola. D'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, près de 5700 personnes ont été contaminées en Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que les conséquences humaines. Les mesures prises par certains pays, dont la fermeture des frontières, ont considérablement ralenti les activités économiques. Anan Faro. 2630 victimes, c'est le bilan humain de l'épidémie d'Ebola. Au-delà de la crise sanitaire, les conséquences de la pandémie sur l'économie inquiètent de plus en plus les États ouest-africains. La fermeture des frontières et des lignes aériennes a engendré de la part des acteurs économiques une méfiance qui pourrait être fortement néfaste pour le commerce et l'investissement. Il n'y a aucune raison pour que les compagnies aériennes et les entreprises arrêtent de venir ici. Il n'y a aucune preuve scientifique pour cela. C'est un appel que je lance. Laissez-nous imposer des restrictions sur la seule base de ce que conseille l'Organisation mondiale de la santé. Toute autre chose serait dommageable à long terme pour nos économies. Autre inquiétude, celle d'une pénurie alimentaire. Les quarantaines et les restrictions aux déplacements ont limité le mouvement et la commercialisation des aliments. La crise a engendré des achats dictés par la panique et de fortes flambées des prix. Exemple avec le manioc. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en quelques semaines, son prix a grimpé de 150%. Tout cela a eu un impact sur les prix, mais aussi sur la disponibilité de la nourriture. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter la nourriture, ou parfois cette nourriture n'est pas plus disponible. En 2013, l'Afrique a enregistré une croissance de 6,8% des investissements directs à l'étranger. Toutefois, selon les experts, ces investissements sont en baisse depuis le début de la crise sanitaire. Pour inverser cette tendance, l'Union africaine plaide pour la levée de toutes les interdictions de voyage afin de rétablir la libre circulation des biens et des personnes et ainsi ne pas entraver les relations commerciales. Et au Nigeria, des dispositifs de dépistage du virus Ebola ont été installés dans tous les aéroports du pays depuis le début de l'épidémie. Les contrôles se sont notamment intensifiés avec le départ des musulmans pour le pèlerinage de la Mecque. Chaque passager subit 3 examens au Nigeria et à son arrivée en Arabie Saoudite. Yohan Jameta. Pour les musulmans du Nigeria, se rendre à la Mecque pour le grand pèlerinage est compromis à cause du virus Ebola qui touche le pays. Les autorités sanitaires de l'aéroport international de Lagos redoublent d'efforts pour éviter que les pèlerins ne propagent la maladie à l'étranger. Le dépistage se fait sur 2 niveaux, un primaire et un secondaire. Le dépistage primaire consiste à vérifier leur température. Ils remplissent un formulaire d'examen de santé et nous les auscultons pour savoir s'ils ont l'air bien ou non. Avec ce processus, si une personne possède une température corporelle supérieure à 38 degrés, alors elle passe à la seconde phase du dépistage. On cherche à savoir pourquoi ils possèdent une température corporelle anormale ou pourquoi ils ont l'air mal en point au cas où ils seraient touchés par Ebola. Dans ce cas, si des cas suspects sont avérés, alors on les transfère dans un centre d'isolement pour un examen plus approfondi et s'assurer qu'ils sont négatifs pour qu'ils puissent poursuivre leur voyage. Les autorités nigérianes, quant à elles, souhaitent montrer aux autres pays qu'elles prennent très au sérieux la menace que constitue Ebola pour sa propre population, mais également pour les populations d'autres continents. Les Saoudiens et les Nigérians ont toujours collaboré ensemble sur les questions sanitaires, mais avec l'arrivée d'Ebola, l'importance du dépistage et des vérifications s'est considérablement accrue. À leur arrivée en Arabie Saoudite, les passagers nigérians seront de nouveau contrôlés par les autorités sanitaires locales. Pour l'instant, aucun des pèlerins n'a été testé positif au virus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans une nouvelle édition du QG News.